apprenez aux enfants à ne pas faire confiance à tout le monde. C'est très important en leur disant, mais tu sais, c'est pas parce que c'est une grande personne qu'elle a raison. Réfléchis, pense, et tu as peut-être plus raison qu'une grande personne. Tu seras une grande personne un jour, tu ne seras ni plus ni moins malin, mais tu auras plus d'expérience. Et il est comme une partie non encore jouée. Il a tous ses pions, alors que moi je n'ai plus beaucoup. Mais alors, comme j'ai du métier, je sais faire de l'effet avec les pions qui me restent. Françoise Dolto est un personnage emblématique de la cause des enfants. La cause des enfants est d'ailleurs le titre d'un de ses livres. Un livre dans lequel elle s'adresse aux parents, aux éducateurs, pour leur expliquer à quel point il est important d'entendre, d'écouter l'enfant, de parler avec lui. Françoise Dolto est surtout connue comme psychanalyste de la toute petite enfance. Elle est sensible aux problèmes que ces enfants rencontrent dans l'école et elle nous aide à comprendre ces problèmes-là. Elle nous aide à peut-être mieux soutenir les enfants en échec scolaire. On fait comme si l'intelligence des enfants et les capacités d'apprendre, c'était quelque part dans leur cerveau, un petit coin, bien tranquille, à l'abri de tout le reste. Or, ce que Françoise Dolto a enseigné, et vraiment la pratique le démontre tous les jours, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les capacités d'apprendre, ça fait partie de tout ce qu'est un enfant, et il y a des conditions qui permettent d'apprendre, et il y a des problèmes affectifs qui bloquent l'intelligence, et l'échec scolaire des enfants, on se rend compte que c'est extrêmement rarement un déficit de capacité, c'est rarissime. Si on a passé tout le CP et le CE1 avec la tête ailleurs parce que votre grand-père est mort et qu'on ne vous l'a pas dit, ou que votre papa a un cancer et qu'on ne vous le dit pas mais que vous le sentez, etc., il faut avoir de la place dans sa tête pour faire rentrer le scolaire. Mais c'est tellement facile de dire la vérité, puisque c'est la vérité qui a construit cet enfant, il n'y a qu'à la lui dire. Françoise Dolto est née en 1908 dans une grande famille, une famille bourgeoise et catholique, où elle reçoit une éducation stricte, sévère. Alors qu'elle a 12 ans, sa sœur, qui en a 18, décède dans des conditions difficiles et Françoise va nourrir à ce moment-là une culpabilité très forte à la suite de ce décès. Elle va même décider à cette occasion de devenir, dit-elle, médecin d'éducation. Elle ne poursuit pourtant pas ses études et ce n'est que plus tard qu'elle reprend des études d'infirmière. À cette occasion-là, elle va découvrir la maladie psychiatrique, elle va découvrir aussi Freud, elle va entamer une psychanalyse avec René Laforgue. Elle va travailler autour de la question des psychanalyses d'enfants, de la psychanalyse et de la pédiatrie, jusqu'à la publication de sa thèse en 1939, où elle développe essentiellement ce qui va toute sa vie, tramer toute sa carrière, le souci d'écouter l'enfant, le souci d'engager avec lui une parole, un dialogue les plus authentiques possibles. Elle était porteuse de tout ce que les enfants lui avaient appris. C'est-à-dire que son génie, ça avait été de pouvoir, elle, écouter pourquoi tel enfant était en panne et après de se servir de ça pour les autres. Et elle a été vraiment voir, mais comme une ethnologue d'une certaine façon, dans le monde des enfants. Ce qu'elle a rapporté de ce monde-là et ce qu'elle a dit aux adultes a été quelque chose qui a touché les gens très profondément, parce que n'importe lequel d'entre nous, écoutant Françoise Dolto, entend des choses qu'il aurait aimé qu'on lui dise quand il était petit. Il va y avoir chez Françoise Dolto ce souci d'aménager les lieux dans lesquels l'enfant rencontre le monde, tout en ayant cette certitude de la présence attentive de ses parents. Les maisons vertes, par exemple, que Françoise Dolto va créer, sont précisément faites pour cela. C'est une idée que j'avais depuis longtemps et que j'ai fait partager à mes amis psychanalystes qui soignent des enfants déjà d'âge scolaire ou de 3-4 ans. Et nous avions souvent l'impression que si les parents avaient pu rencontrer quelqu'un lorsque ces enfants étaient petits, on n'en serait pas arrivé à des choses si graves. Lorsque les mères sont venues de 0 à 2 mois avec leur bébé et qu'elles vont dans une crèche, l'enfant est heureux d'aller à la crèche. Il sait que maman est d'accord avec cette fréquentation d'autres. Françoise Dolto sait que l'enfant doit échapper à ses parents, qu'il ne peut pas rester prisonnier du cocon familial qui finirait par l'étouffer, par l'enfermer. Il faut qu'il en sorte, il faut qu'il rencontre des réalités qui lui résistent. Par exemple, les écoles maternelles et primaires. Et pourtant, Dieu sait que Françoise Dolto était sévère à l'égard de l'école. On lui connaît quelques-uns des aphorismes les plus violents, comme par exemple l'affirmation que tous les bons élèves sont des névrosés. Elle dit cela. Elle dit aussi que s'ennuyer à l'école, c'est un signe de santé mentale. Alors, que faut-il croire? Faut-il penser que
comme Françoise Dolto pourrait le laisser imaginer, il faut supprimer l'école, qui est un lieu de fabrication de névroses, ou bien faut-il intégrer certains éléments de l'apport de Françoise Dolto pour rénover l'école et la mettre un peu plus au service des apprentissages de ceux qui la fréquentent? Feu d'artifice de pas la même couleur. Un requin. Un petit lion qui fait une omelette. Une moto. Une Harley, je sais pas quoi. Une Harley Davidson. Ce qui était intéressant à la Neuville, c'est qu'on s'était mis dans une situation de ne pas rencontrer les limites volontaires que souvent les projets pédagogiques se fixent à eux-mêmes. On héritait aussi du mouvement de mai 68. On pouvait essayer peut-être d'être plus audacieux au niveau éducatif. Et c'est là qu'il y a effectivement une rencontre entre deux protagonistes atypiques. Françoise Dolto n'était pas non plus une psychanalyste orthodoxe au sens où on pourrait l'entendre. Pour nous, ça a été une caution. C'est-à-dire que c'était un personnage qui était quand même reconnu. Nous, on démarrait et la caution de Françoise Dolto a fait qu'on s'autorisait peut-être des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire à partir du moment où elle nous disait « c'est très bien ». Je parlais avec des enfants qui parlaient ouvertement et qui ont dit ce qu'ils avaient à faire, ce qu'il y avait d'intéressant dans la maison. Enfin, ils étaient comme chez eux tout à fait et parlant avec amour de ce lieu où ils vivaient. Ce qu'il y a de très important dans cette école, c'est que c'est une école de vie sociale. C'est par la vie sociale et par la coopération et la solidarité quotidienne dans les besognes nécessaires à la vie du groupe que les enfants se sentent à leur place. Je crois que Françoise Dolto, elle avait un espèce de bon sens. À partir du moment où elle prônait le respect de l'enfant, elle demandait que la société fasse en sorte que l'enfant soit respecté. Que ce n'était pas au fond à l'enfant de se faire à la société telle qu'elle était, que c'était à la société de donner une place à l'enfant qui soit une place convenable. Et que l'école, c'était la société, que la société, bon. Et donc ça serait un point d'appui énorme pour les enfants. Je préfère être ici que dans une école traditionnelle. C'est mieux parce que non seulement on peut se plaindre et on a quelque chose, alors que dans une école traditionnelle, on n'a pas de... On se plaint mais on n'a rien. Ici, on peut s'exprimer oralement et en écrivant. Voilà, il y a un carnet ici où on peut mettre des mots, où on peut s'exprimer. Que dans une école scolaire, tu ne peux pas t'exprimer. Tu peux t'exprimer, mais c'est différent. Tu t'exprimes auprès de l'instituteur et l'instituteur, il est là, il te dit ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais je m'en fous, quoi. C'est un peu je m'en fous. Il ne dit pas je m'en fous, mais c'est un peu je m'en fous. Que ici, on en parle en réunion, on se rassemble tous, on en parle en réunion et on règle l'histoire. Et il y a des réparations. Tu as noté, Nathalie ? On entend trop souvent et pour rien les expressions un gaze et un vent. Saturnin. Je suis tout à fait intéressé à ce qu'on me dise d'abord comment ça s'écrit un gaze et ce que signifie et d'où vient ce mot. Je trouve que ça dégénère un peu et qu'on l'entend à des moments dans l'école et c'est pas du tout sympathique, c'est plutôt une mauvaise ambiance. Exemple, on est dans le couloir, je suis en train de parler avec Jérémy, on est en pleine discussion, quelqu'un arrive, c'est toi, je réponds pas parce que je suis occupé. Oh, un gaze. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, l'expression maintenant elle est utilisée un peu n'importe comment. Avant, elle était juste utilisée quand quelqu'un faisait exprès de pas répondre, alors que maintenant, même quand les gens ils ont pas entendu, on le dit. Mais bon, moi je vais dire, moi aussi je sais pas comment ça s'écrit. Ça vient de partout. Il y a quelqu'un qui ramène ça de chez lui, l'autre il connaît déjà et tout ça. Après, tout le monde connaît en fait. Moi, ce qui m'embête surtout dans Vent, c'est qu'il y a une notion de rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vanne quelqu'un, qui snob quelqu'un, qui s'attire vers la moquerie, même quand c'est pas de la moquerie. Il y a des principes qui sont des principes de base, des principes de tolérance, de respect. Elles sont résumées souvent dans une seule phrase qui est « on ne se moque pas ». À partir du moment où on ne se moque pas, c'est vrai qu'on peut construire. On a un ensemble d'enfants d'âges différents
qui vont vivre ensemble, le jeune, au lieu d'être cloisonné dans des classes d'âge, il va voir dès son arrivée toutes les étapes symboliques de sa future évolution. Donc déjà, il va se sentir un membre du groupe. Il y a des tout petits et moi par exemple je suis grand et moi j'ai 3 filleuls et moi je suis là pour les encadrer. S'ils ont besoin de conseils, je suis là pour les conseiller. On a des jeunes qui sont difficiles, qui viennent de Seine-Saint-Denis, qui se disent qu'est-ce que je fous là dans cette école elle sert à rien. Mais ils ont tort, la preuve parce qu'il y en a qui sont arrivés, ils étaient paumés. Et maintenant ils savent s'exprimer sur un carnet. Au début ils disaient oh le carnet ça sert à rien. Moi par exemple, voilà. Moi par exemple, quand je suis arrivé, alors c'était on m'embêtait, et ben voilà, je tapais. Voilà, pour moi c'était logique. Que maintenant j'arrive à m'exprimer en parlant et en écrivant. Et ça, moi je trouve ça bien. Et ça, je pense, cette école, elle devrait être faite partout. Voilà, peut-être pas dans les mêmes conditions qu'ici, mais elle devrait être faite partout. Françoise Dolto nous a en fait indiqué dans quel sens finalement l'école de la Neuville allait faire son chemin, c'est-à-dire une école ouverte à tout et à tous. Faire l'école autrement, ce n'est pas une utopie, c'est entièrement possible. Et même, je dirais, par certains côtés, c'est évident. Je crois que Françoise Dolto, elle, avait en tête, bien avant que nous entreprenions l'école de la Neuville, qu'une telle école était entièrement possible. C'est pourquoi notre rencontre a été si fructueuse. Françoise Dolto est quelqu'un qui cherche à donner à l'enfant l'appétit de vivre, le désir de vivre. C'est quelqu'un qui interpelle. C'est quelqu'un qui demande aux adultes qu'ils soient de véritables adultes, à la hauteur des exigences éducatives qu'ils doivent avoir pour l'enfant, pour un enfant qu'il faut faire grandir. Et elle considère que ce travail permet à l'enfant, si ce n'est de réussir sa scolarité, ce qui est toujours bien, de réussir sa vie, ce qui quand même est encore mieux.